Avis spectateurs, je suis Simon Belmont. L'amour. Déclarer sa flamme. Créer une union. On va pas se mentir, en règle générale, tout le monde s'accorde à dire que c'est une expérience absolument formidable. Non! Tout le monde se trompe, car dans un couple, fatalement, il finit toujours par y avoir un rapport de force. Il y a celui qui exploite et celui qui se fait exploiter, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Autrement dit, il y a un gagnant et un perdant. Et la seule manière de rester digne en amour, c'est de ne pas perdre. L'amour, c'est la guerre. Et celui qui tombe amoureux en premier perd. Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, on va parler d'un de mes mangas préférés, Kaguya-sama, Love is War. Adapté des mangas d'Aka Akasaka et sorti en 2019, Love is War est probablement une des œuvres les plus géniales que j'ai eu l'occasion de voir. Alors je m'excuse d'avance auprès des comédiens et comédiennes de doublage si je prononce mal leur nom, mais malheureusement c'est pas compliqué pour moi. Nous sommes au sein de l'académie Shujin, une académie extrêmement prestigieuse et très sélective puisque c'est une école privée sup pour les futurs dirigeants, cadres et tout bordel en fait en gros, donc ceux qui vont littéralement diriger le pays à l'avenir. Et dans cette école, on va retrouver justement deux personnes, le président et la vice-présidente du bureau des élèves, en l'occurrence Miyuki Shirogane, qui est joué par Martin Fallio, et Kaguya, qui est joué par Emilu Holmes, et qui, en fait, en gros, sont totalement fous amoureux l'un de l'autre. Le problème, c'est que tous les deux sont juste deux giga gros abrutis et ne veulent pas justement en fait s'avouer leurs sentiments de peur justement de créer un rapport de domination dans leur couple. Et donc comme ils ont un ego gros comme la lune, ils vont tenter des stratagèmes pas possibles pour forcer justement l'autre à déclarer sa flamme et donc être le grand gagnant, car dans l'absolu, celui qui tombe amoureux en premier ou celui qui déclare sa flamme en premier a perdu. C'est pour ça qu'en fait le manga s'appelle tout simplement Love is War. L'amour, c'est la guerre. Alors, 3 saisons au total, plus 2 films si je dis pas de bêtises, dans ce que je qualifierais de pourquoi en fait en gros ce manga est absolument génial. Alors comment dire ça ? Est-ce que vous voyez Scrubs ? Parce que le premier point de comparaison que je peux donner quand je pense à ce manga, c'est Scrubs. Scrubs a ce talent exceptionnel en fait de réussir à passer à la fois du comique absurdément stupide, sans aucune logique ni fondement, à quelque chose de dramatique et en même temps de terriblement commun et humain. C'est-à-dire que la série, en fait, en gros, Scrubs, va fondamentalement te mettre JD dans des situations absolument ridicules et stupides, puisque, littéralement, il utilise son imagination et son cerveau malade pour échapper à la réalité, et en même temps, de l'autre côté, ils sont confrontés, justement, au monde des médecins, qui est ultra chronophage, ultra fatigant, qui met tes nerfs à rude épreuve, et qui, justement, bousille à la fois les liens sociaux, les relations sociales, et aussi, justement, en fait, l'empathie que tu peux avoir avec les gens. Et je vais être très franc, je trouve justement que Love is War a cette capacité, justement, à taper pile là où ça fait mal, et en même temps à faire rire aux éclats, exactement en fait comme Scrubs, parce que tout le truc en fait en gros c'est que l'humour est totalement absurde. Le manga va constamment jouer justement sur les codes en fait en gros de l'humour absurde, principalement grâce à des quiproquos, principalement grâce à ce que l'autre pense de moi en fait en gros, et donc ce que les personnages s'imaginent en fait dans leur tête. Il y a toujours en fait une réplique qui moi personnellement me tue, c'est le moment où en fait en gros le président, donc Miyuki, pense en fait justement à la réaction potentielle que pourrait avoir en fait l'élu de son cœur quand il va dire ou faire un truc, et à ce moment-là, en fait, en gros, dans sa tête, elle réagit toujours de la même manière, avec ce regard froid et glacial, ses petits doigts sur son visage, ce petit sourire narquois, ses yeux vides en disant oh, « Comme c'est mignon !» Et je vous jure qu'à chaque fois qu'il y a un moment comme ça dans le manga, je suis plié de rire. Et de l'autre côté, en fait, en gros, on va taper, en fait, justement, dans des thèmes qui, objectivement parlant, sont lourds, sont durs, mais en même temps terriblement réels, comme par exemple le harcèlement scolaire. On va te parler en fait justement du regard des autres, de sa place dans la société, de sa place en fait justement vis-à-vis du regard des autres, parce que par exemple, je pense principalement au personnage de Yu, qui est un personnage qui est ultra important et dans lequel je m'identifie énormément. Donc Yu qui est joué par Hervé Groul, qui de son côté en fait en gros a fait une erreur une fois. Et en fait, cette erreur va le poursuivre en permanence tout le temps. Tout le monde, en fait, se fausse une fausse idée de lui, à tel point, en fait, que le personnage a fini justement par finir par intégrer que ce que les autres pensent de lui sont la vérité. Ce qui fait que, résultat des courses, le personnage c'est pas qu'il a peu de confiance en lui. C'est pas qu'il n'a aucune confiance en lui. C'est que
sa confiance en lui est totalement inexistante. Donc, quand le personnage, en fait, peut potentiellement réussir des trucs, quand il se plante, en fait, en gros, c'est pas en mode « Merde, putain, j'ai fait des efforts et je me suis planté, et bon, c'est pas grave, je réussirai la prochaine fois. » Le personnage, en fait, en gros, de son côté, quand il va se planter, bah, en fait, c'est comme s'il piquait une tête du haut de l'Everest. Y a pas de débat, en fait, y a pas d'autres mots, d'autres comparaisons possibles. Le personnage va littéralement se briser en 1000 morceaux, en fait. Et le relever est littéralement une épreuve. Et je trouve ça, justement, ultra pertinent, en fait, de montrer... comment ça s'appelle ? Ce genre, en fait, justement, de facette des étudiants japonais. Et donc, c'est là où, en fait, justement, je considère que cette série est absolument, enfin, ce manga est absolument génial. C'est que, de prime abord, tu pourrais penser tout simplement que c'est un manga qui est littéralement du Benny Hill, en fait. Tu pourrais penser qu'en gros, tu vas te péter une barre à tous les épisodes et tout ça. Mais ce flirt entre l'épique et le dramatique est tout le temps contrebalancé, ce qui fait que t'as du 50-50 dans quasiment tous les épisodes au niveau de l'écriture. Donc tu te retrouves en fait à des moments où on te montre et on te parle de trucs qui sont ultra durs et ultra lourds, et en même temps, on va te le faire de manière suffisamment comique pour que justement, tu n'aies pas envie d'aller prendre un Glock 9 mm et te mettre une balle. Il y a pas d'autre mot. Et en parlant de comique, parce qu'il faut quand même, parce que c'est un peu le gros nœud, plus en fait justement les saisons avancent et plus justement on a cette balance. C'est-à-dire que la première saison par exemple, je la trouve beaucoup plus comique qu'autre chose, et plus ça avance dans les saisons et plus en fait le dramatique va justement prendre de l'ampleur. Ce qui fait qu'on va se retrouver en fait dans cette situation où le mélange en fait va constamment faire ça. Et ce jeu d'équilibriste, en fait, je le trouve absolument dingue, même si il y a pas mal de petites choses que je trouve un petit peu dommageables. Par exemple, le personnage de Miyuki est un bourreau de travail. Il passe son temps, littéralement, à bosser. C'est-à-dire que quand il bosse pas pour ses études, il bosse dans des petits boulots, et les 3 quarts du temps, il a un petit boulot pour son petit boulot. C'est, malheureusement, le gars, en fait, en gros, est très pauvre. De l'autre côté, en fait, en gros, il dort genre 4 heures par jour, et en fait, son emploi du temps est réglé au millimètre que s'il n'a pas sa dose de café bien précise et bien millimétrée, le mec, il fait un trépas instant. Il tape un coma de 3 jours. C'est abominable. Mais en même temps, c'est symptomatique, justement, en fait, en gros, de ces écoles où on te dit, oui, mais si tu veux réussir, en fait, en gros, tu oublies ta vie sociale, tu oublies ta vie privée, tu oublies absolument tout, et tu dois travailler. Bref, on formate justement, en fait, en gros, ce qui est censé devenir l'élite de la nation en de futures bonnes fourmis, en fait. Tu dois t'oublier, en fait, en gros, au profit de la réussite, parce que, encore une fois, ils sont dans un lycée qui est extrêmement huppé. Et donc, dans cet ordre d'idée-là, en fait, en gros, quand tu vois, par exemple, le personnage de Chika, qui est joué par Clara Soares, eh ben, de son côté, elle est fille de politicien. Donc, vous voyez un petit peu le genre de personne que tu retrouves justement en fait en gros dans ce lycée. C'est-à-dire qu'en fait en gros ta réputation fait tout, ta place dans la société fait tout, et Miyuki en fait en gros bah lui il fait tâche là-dedans parce qu'en fait c'est un fils de foyer monoparental, fils de pauvre, qui a un gros complexe aussi du pauvre, et qui passe son temps en fait en gros à expliquer aux gens tu veux justement t'en sortir dans la vie, trouve-toi un petit boulot. Parce qu'en fait en gros s'il perd cette fierté justement d'être un bosseur, il a plus rien. Et en fait, c'est ça qui est un peu embêtant par rapport à la série, c'est que il faut que tu attendes justement la saison 4 et donc les 2 films qui suivent derrière, mais surtout les 2 films qui suivent derrière, pour que tu comprennes en fait en gros, pour que tu aies enfin un début de backstory en fait à pourquoi Miyuki justement en gros est autant bûcheur. Et ça m'embête parce que on a eu l'origin story de You par exemple, on a eu l'origin story par exemple de Kaguya en fait, le love interest du personnage, et donc dans l'absolu, comment ça s'appelle, être obligé d'attendre 4 saisons et 2 films pour enfin comprendre un petit peu la motivation principale du personnage, je trouve ça un peu trop tardif, comme si ça avait été rajouté un peu à l'arrache. Mais en même temps, elle est tellement, personnellement en tout cas, elle m'a profondément touché la corde sensible, qui fait que, résultat des courses, je peux pas gueuler sur le fait que, son origin story est naze, parce qu'elle est excellente. Mais je peux gueuler sur le fait qu'elle arrive trop tard, j'aurais aimé vraiment la voir avant. Mais le problème, en fait, c'est que, justement, la courbe de progression, en fait, du drame, elle est tellement, en fait, en gros, voilà. Donc là, première saison, dernière saison, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une progression. Si on l'avait mis direct en première saison, vu, en fait, en gros, à quel point, justement, le truc est impactant dans la série, dans l'animé, bah résultat des courses, je pense sincèrement en fait en gros que beaucoup de spectateurs auraient pas compris en fait qu'est-ce que un truc aussi, un pavé aussi énorme dans la mare en fait en gros fout dans mon animé de Golemon quoi. Et justement c'est
pertinent, mais en même temps je trouve ça un peu tardif. Pour moi ça aurait dû arriver dans la saison 3, ou justement dans la saison 3, le drame en fait commence enfin à prendre de l'importance, surtout par exemple par rapport au personnage de Yu, qui a une très grosse importance en saison 3. Bref, pour continuer sur les points positifs, au niveau de l'écriture, il y a une chose que j'adore, c'est le fait que on a une dilution de la fonction sujet. Traduction, en fait, en gros, nous n'avons pas un personnage principal qui est censé être le canon, en fait, en gros. Tous les personnages, malgré le fait que Kaguya et Miyuki, en fait, par exemple, sont justement, oui, les vecteurs, sont les moteurs de l'histoire, ce sont eux les personnages principaux, les héros qui font avancer l'intrigue. Parce que justement, en fait, toute l'intrigue, c'est leur relation amoureuse. Donc dans le principe, il faut à tout prix, en fait, justement, pour que ça avance, que leur histoire avance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, à aucun moment on te dit la vision de Miyuki, contrairement à celle de Kaguya, est plus importante. Les deux personnages sont en fait sur un pied d'égalité parce qu'ils ont tous les deux leur vision de l'amour, mais aussi en même temps leur vision justement de toutes les petites choses qui font le sel de l'amour. Je vais donner un exemple tout bête. Miyuki ne semble pas, plus que ça, excessivement jaloux. Mais il y a certains moments où en fait tu le vois un peu grincer des dents quand par exemple Kaguya s'occupe un petit peu plus de Yu qu'elle ne s'intéresse à lui. Surtout dans le moment où ça arrive, en fait, en gros, par rapport aux péripéties de l'animé. Par contre, de l'autre côté, Kaguya est une boule de nerfs qui déteste littéralement qu'une fille fasse les yeux doux d'une quelconque manière au président. Elle a beau vouloir se la jouer extrêmement digne parce qu'elle vient d'une famille très riche japonaise et assez conservatrice, en fait, sur beaucoup de valeurs. Oh putain, il y a des moments où j'ai juste péter des barres où en fait elle maudit et elle prête les pires intentions à une meuf qui est censée être une de ses meilleures amies. Chika compte donc me prendre tout ce que je désire. Quel vampire! C'est à cause des gens comme toi que le monde court à sa perte. Tu es un fléau pour notre planète, espèce de... Et qui profondément, en fait, en gros, n'a aucune vue sur le président parce que elle a vu les pires côtés du président. C'est-à-dire, en fait, en gros, pas le masque que le président arbore, son masque d'excellence. Bref, le côté gendre idéal, quoi, tu vois le truc. Elle l'a vu quand le fait qu'il sait pas chanter et qu'il chante comme une tronçonneuse en train d'égorger un mouton, je déconne pas. Il est pas le mouton qui se fait égorger, il est la tronçonneuse, carrément. Le mec, il a aucun talent en chant, il a aucun talent en danse, il est un peu mauvais en sport, mais ça dépend des sports. Donc les sports de coordination, c'est pas son truc. Donc elle, comme elle l'a vu, elle ne le voit pas du tout, en fait, comme un conjoint potentiel. Résultat des courses, putain, ce qu'elle lui met dans la gueule, c'est magique. Mais du côté de Kaguya, de son point de vue à elle voit une fille qui est mignonne, légèrement délurée, et surtout qui a des atouts qu'elle n'a pas, c'est-à-dire par exemple une forte poitrine. Ah putain, il y a des moments où elle lui en met plein la gueule pour pas une brique, la meuf elle a rien demandé, elle en prend plein la tronche. Je vous jure, ce genre de moment, faut le voir pour le comprendre, mais c'est génial. Entre la direction artistique avec Kaguya qui a ses regards ses regards morts, où elle est dans le vide comme ça, en fait, en gros, en train de la maudire dans tous les sens. Et en même temps, cette haine dans la comédienne de doublage qui donne tout ce qu'elle a. Alors déjà, faut comprendre un truc. Sur AV Ciné, nous, on parle VF. Et je vais être très franc, je pense que s'il y a bien un exemple d'animé qui met une pile, mais genre, une finale de Ligue des Champions à 11-0, voilà, nos débats, pas de machin, c'est vraiment Love is War. Parce que, bon Dieu, en fait, en gros, les comédiens de doublage le disaient eux-mêmes, à aucun moment, en fait, en gros, ils ne font d'efforts. Les personnages sont taillés, en fait, pour de l'absurde, ce qui permet, en fait, littéralement aux comédiens de se lâcher. Je vais prendre un exemple tout bête. Alors, le narrateur est joué par Bruno Magnier, et en fait, c'est hyper bête, mais bon Dieu, le gars a une voix, littéralement, comment je peux dire ça, être un narrateur. Il a une voix de narrateur, il faut dire la vérité. Mais il le joue avec un tel détachement, une telle passion, une telle colère, une telle joie, et en même temps, une telle fatigue émotionnelle, que y a à boire et à manger. Le narrateur est un personnage au même titre que tous les autres personnages, et je déconne pas, il balance des punchlines qui sont à mourir de rire, sur un ton qui est parfaitement juste à tous les moments. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est le moment des révisions. Il y a un moment où en fait en gros les personnages principaux doivent réviser pour les examens. Et Miyuki se met une pression de fils de pute parce que c'est lui le premier de la classe. Donc résultat des courses, il le dit clairement, le narrateur le dit, c'est on oublie parfois en fait en gros quand on est compétiteur dans quelque chose que on se met la pression pour être à la première place. Mais la pression n'est rien face au premier en haut de sa montagne qui doit justement défendre son titre. La pression, elle est triplement max, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a ce moment génial où en fait, Miyuki
éhontément balance un truc en mode une semaine avant les examens, je me repose complètement et j'arrête de bosser, comme ça au moins je suis frais pour les examens et j'ai eu le temps justement de bien me retaper tout ce que j'ai eu dans la tête, et si t'es constant tout va très bien. Et là au moment où tu vois l'insert sur le papier, tu entends un « il ment ». Et c'est le narrateur qui dit ce « il ment », mais il le dit avec une telle émotion, une telle intention de jeu que tu ne peux pas t'empêcher de te péter une barre. Surtout qu'en plus, il réenchaîne derrière. Et tous les autres personnages, en fait, donnent leurs petits conseils de révision. Spoiler, ils mentent tous. Et en fait, à chaque « il ment », il y va crescendo, ça monte toujours en puissance. Le talent qu'on a en comédien de doublage en France, en comédien en général, il est incroyable. C'est pour ça en fait que j'ai énormément de mal à vous comprendre en fait les pros VO, parce que je veux dire, au même titre en fait en gros que la musique, que le théâtre ou que tout, dans le cinéma par exemple en fait en gros, pour moi l'art du doublage fait partie de la machine. C'est-à-dire que tu ne penserais pas dans un film à justement retirer j'en sais rien moi, la mise en scène. Ça me viendrait pas à l'idée en fait en gros de filmer un plan fixe de deux personnages qui se parlent en oubliant complètement la mise en scène de Kuleshov et par extension en fait en gros en juste filmant une pièce de théâtre. Et c'est pareil, tu penserais pas à enlever la musique. Donc pourquoi tu penserais à enlever le doublage? Je pars d'un principe qui est très simple, c'est que pour moi, si tu as envie vraiment, par exemple, bon, c'est le petit instant coup de gueule, hein, mais si tu as envie de voir la vraie intention de jeu des acteurs et tout, blablabla, blablabla, non problemo, pas de souci, regarde le film en VO. Mais rien ne t'empêche, en fait, justement, de... Si tu préfères la VO, préfère la VO, mais respecte justement le travail de la VF, parce que bah t'as des gens qui se sont pété le cul justement à essayer le plus possible de correspondre à ce que l'acteur faisait, et si l'acteur est une merde, au moins eux de leur côté ils peuvent rattraper le coup. Donc je pars d'un principe qui est tout simple, c'est que au moins, si vous voulez vous donner un air intéressant, parce que le problème vient aussi de là, c'est que un jour, il y a un mec qui a dit « la VO c'est mieux que la VF », parce que il prenait fatalement en exemple Nicky Larson et Ken le Survivant, ce à quoi je répondrais, mon gars, il y avait l'époque, les comédiens de doublage se sont eux-mêmes mis en grève parce que les chaînes, justement, avaient acheté des mangas qui n'étaient absolument pas adaptés à leur tranche de public, c'est-à-dire, je suis désolé, mais en tant que passionné de cinéma, ça me viendrait pas à l'idée à mettre en dessin animé du matin Cannibal Holocaust à des gosses. Donc, tu mets pas Ken le Survivant, tu ne mets pas Hokuto no Ken. Donc, résultat des courses, ils ont eux-mêmes, entre très grosses guillemets, saboté le doublage. Mais en fait, c'était pas... Personnellement, je vois pas que ça comme étant du sabotage, c'est qu'ils se sont réappropriés les dialogues, ils se sont réappropriés le doublage pour adoucir, justement, et rendre beaucoup plus goofy et burlesque, justement, des univers qui étaient beaucoup trop lourds, en fait, justement, pour des enfants. Et donc, par extension, en fait, en gros, ils ont fait un travail de censure parce que la chaîne n'a pas fait son travail, justement, de dire on va diffuser une plage horaire pour les adolescents ou adultes ou jeunes adultes, en fait, en gros, pour ce genre d'œuvre. Et non, on va juste tout foutre, en fait, en gros, le matin, où t'as les gamins, en fait, en gros, qui, avant d'aller à l'école, regardent justement les dessins animés. Ce n'est pas de la faute des comédiens de doublage, c'est de la faute de la chaîne qui, encore une fois, comme dans toute l'histoire, malheureusement, du service télévisuel français, a fait de la merde. Et on a rebalancé ça sur le dos des comédiens de doublage. C'est à la fois hypocrite, mais en plus de ça, c'est très malhonnête, justement. Parce que, bah en fait, justement, des gars comme moi ont grandi avec, par exemple, Ken le Survivant et Nicky Larson. Et je suis désolé, même si j'ai découvert City Hunter et Hokuto no Ken après par la suite, et que j'ai découvert à quel point, oui, la version française était extrêmement éloignée de la version asiatique, j'ai au moins le recul et l'honnêteté intellectuelle de pouvoir me dire que, bah en fait, au final, c'est deux œuvres différentes. Il y a une œuvre que je regarde avec amusement par nostalgie, et une autre œuvre que je regarde, justement, avec plaisir, en fait, en gros, avec mes yeux d'adulte. Mais il faut bien comprendre, en fait, en gros, que vouloir se donner un genre, ou tout simplement vouloir dire, regardez, il y a un gars, un jour, qui a gueulé en disant, ouais, VO éclate la VF, c'est juste de l'élitisme bas de plafond, et surtout, je dirais, en fait, en gros, que, avancez-moi, justement, un argument. Si vous me dites, encore une fois, l'argument du « oui, mais la VO, en fait, en gros, on est plus proche des intentions de l'acteur ou quoi que ce soit », bah en fait, encore une fois, je suis désolé, mais vu le travail d'adaptation que font, justement, les comédiens de doublage français, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un vrai argument qui tienne la route. Et je vais être encore une fois très franc,
on a des perles dans le doublage. Je vais encore une fois, en fait, justement, parler de l'adaptation culturelle. Je vais donner un exemple tout bête avec Love is War. Oh, je rattache les wagons, vous avez vu ça? Oh, je suis un putain de génie. À un moment, en fait, en gros, les personnages sont censés, justement, en fait, avoir un échange d'étudiants, dont les échanges d'étudiants viennent de France. Dans la version française, ils ont changé le truc pour justement en fait éviter qu'il y ait un couac avec la VF, parce qu'à un moment, bah en fait vous parlez français mais vous venez de France, et tout le nœud de la vanne, c'est que Miyuki ne parle pas un traître mot de français, là où Kaguya, elle parle français couramment. Et donc en gros c'est hyper con, mais ils ont balancé une vanne qui est absolument géniale. Il y a un moment, le mec il fait attends, tu t'y connais en France, toi? Enfin tu connais la France, tu connais un peu déjà? Oui, bien évidemment. Ah, regarde, est-ce que t'as déjà entendu parler des Gilets jaunes? Oui, c'est un mouvement populaire français, tout ça. Et en fait, quand tu prends la version originale, il ne parle absolument pas de ça. Alors, bien évidemment, les puristes vont gueuler justement au... comment ça s'appelle? Ouais, mais vous avez dénaturé l'œuvre. Alors, on n'est pas au niveau, justement, des Américains qui censure et déglingue en fait justement les animés asiatiques. On n'en est pas en fait justement à désacraliser ou détruire littéralement des personnages parce qu'il faut le passer à la moulinette en gros de l'œil occidental. Vous voyez ce que je veux dire? Le respect de l'œuvre, il est beaucoup plus présent je pense en France qu'il n'est présent par exemple dans les pays anglo-saxons. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, en gros, là, on fait des références. Je vais me permettre d'ailleurs de faire un petit coucou à Donald Renou qui s'amuse à citer du IAM dans les carnets de l'apothicaire et où j'ai l'impression, sachant que je suis... j'ai grandi avec IAM, j'ai l'impression d'être le seul connard, en fait, en gros, à avoir calculé le spectateur du désespoir. Je ne peux rien faire, spectateur du désespoir. Je peux rien faire, spectateur du désespoir. Il y a beaucoup plus de respect, je pense, justement, dans l'adaptation culturelle française qu'il n'y en a en fait dans les autres pays. Et après, faut dire la vérité, il y a aussi le degré d'investissement. Les Américains sont nuls à chier en doublage. Pourquoi est-ce qu'ils sont nuls à chier en doublage? Pour la simple et bonne raison que quand ce ne sont pas des produits qui, justement, culturellement viennent de chez eux, les gars, en fait, en gros, ils n'y apportent aucun véritable investissement. Par contre, chez nous, je suis désolé, mais venez me dire que le regretté Éric Legrand s'est pas donné à fond sur toute sa carrière quand il a doublé, justement, Vegeta ou Seyar. Et même sans forcément ça, vous avez vu son travail d'adaptation justement sur Gillette dans la série Archer? Bref, on va recentrer un petit peu le sujet, je vais arrêter de parler de VF parce que malheureusement c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste et je pourrais littéralement faire une énorme vidéo pour parler de ça. Je viens de me donner une idée à la con, fait chier. Bref, pour revenir à Love is War, le principale qualité, je dirais en fait en gros de l'œuvre, c'est surtout en fait en gros que on a un duel psychologique entre un Sherlock Holmes et un Moriarty. Ça va à ce niveau-là. C'est que les deux se prêtent des attentions qui ne sont pas les bonnes. Il n'y a ni méchant ni méchant. Les deux personnages sont tellement fiers et ont tellement peur justement d'être écrasés qu'ils ne veulent pas sauver leur amour. Mais en fait, la véritable raison derrière tout ça, c'est pas une question de fierté. C'est surtout qu'on est des adolescents qui vivent pour la première fois leur amour d'adolescent. Et donc, par extension, en fait, on a tellement, mais tellement peur, en fait, d'être rejeté par l'autre, qu'en fait, en gros, on préfère que ce soit l'autre qui nous déclare sa flamme. Parce que si l'autre nous déclare sa flamme, ça veut dire que oui, on peut foncer vers cet amour tête baissée. J'adore ce concept. Parce qu'il y a rien de plus idiot et incertain qu'un adolescent. Et pour être très franc, même si j'ai eu un petit peu de mal de me reconnaître justement dans leur histoire d'amour, parce qu'aussi elle est beaucoup codifiée justement par les les codes culturels asiatiques, je me suis beaucoup plus reconnu justement en fait dans ce que les personnages ressentaient. C'est-à-dire en fait en gros cette peur constante en fait du regard des autres, du besoin en fait justement d'approbation et surtout en fait en gros des premiers amours naissants d'adolescents. C'est fondamentalement, il y a un feel good en fait en gros encore une fois qui se mélange en fait en gros à du dramatique tellement réel qui donne une saveur en fait à cette œuvre qui est absolument génial. Bref, pour continuer avec les choses qui vont, en fait, en gros, cette série parle énormément, en fait, ce manga parle énormément à aux fans de cinéma qui est en moi. Parce que tous les poncifs, en fait, vont être utilisés comme le dessin le permet, et qu'on peut justement animer ça dans tous les sens qu'on veut. Oh, mon dieu, il y a tout et n'importe quoi. Les discussions en split screen, les zooms et dézooms. On peut se permettre, en fait, du langage par l'image, en fait, en gros, qu'on ne verrait que, par exemple, que dans des vidéos YouTube, avec par exemple en fait ces moments où t'as un personnage tu vois qui a une révélation et d'un coup en fait en gros le cadre devient tout noir
et il y a un dézoom en fait du personnage jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'écran. Ça, tu vois ça en fait justement dans des vidéos YouTube. Tu vois, tu ne peux pas voir ça en fait au cinéma, parce que si tu voyais ça au cinéma, ça pèterait complètement en fait en gros la diégèse du film. Sauf que dans ce genre de truc, on peut se le permettre parce qu'on a un langage à l'absurde qui nous permet en fait en gros de faire tout et n'importe quoi. Ce qui fait que visuellement parlant, l'œuvre regorge de bonnes idées en termes de DA. Et surtout, dans le principe, on va justement codifier cette guerre visuellement parlant. Ce qui fait que, surtout en fin de saison, dans les derniers épisodes, le manga se lâche complètement. Je me rappelle d'un moment où le personnage principal a tellement l'impression d'avoir la honte qu'il va psychopathiquement en fait en gros nettoyer comment ça s'appelle un carreau. Mais en fait, il va tellement le nettoyer fort que le rayon du soleil va passer à travers le carreau, créer un rayon laser à la Sangoku Kamehameha, et va détruire la moitié du lycée. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, justement, c'est ça qui fait toute celle de la chose. Bien évidemment que ça n'a aucun sens, parce que justement, en lui-même, l'amour n'a aucun sens. Et donc, en gros, en fait, c'est comment, justement, les choses sont perçues par deux adolescents amoureux complètement cinglés. Parce qu'il faut être complètement cinglé, encore une fois, pour être amoureux. Je saurais pas te dire, en fait, en gros, vraiment à quel point cette œuvre est feel good. Et en même temps, mon parallèle avec Scrubs n'a jamais été aussi réel, en fait, en gros, parce qu'on passe de l'épique et du dramatique en une fraction de seconde, mais en même temps avec un équilibre qui est absolument parfait. C'est une œuvre que je vous recommande, en fait, énormément, parce que c'est bon, en fait. Je dirais pas le contraire. C'est une très très bonne canne. Les musiques sont géniales aussi. Et surtout, les personnages, en fait, sont très 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 bien écrits. Et un point au niveau positif de la narration aussi, c'est le simple fait que le narrateur surexplique tout. Alors, d'ordinaire, j'aurais pété un steak parce que, justement, en fait, en gros, un narrateur qui surexplique tout dans n'importe quelle fiction, je trouve ça hyper chiant. Je sais pas vous, mais le simple fait qu'on n'ait pas droit, justement, aux dilemmes intérieurs d'un personnage par le jeu d'acteur, en fait, en gros, par, justement, en fait, en gros, des mouvements de caméra, ou bien, en fait, justement, une mise en scène qui fait que, je vais prendre un détail tout bête, c'est, par exemple, quand tu as un personnage, justement, qui cache ses intentions, et donc, on a un insert sur lui, ou tout simplement, on a une mise au point qui est bien différente, ce genre de choses, tout ça, c'est fait pour, justement, en fait, en gros, permettre au spectateur de dire, je ne sais pas ce que le langage cinématographique veut dire, mais j'ai la vague impression que ce personnage est un traître. Ou alors, j'ai l'impression que ce personnage cache ses intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, ça, c'est con, en fait, en gros, mais quand t'as un narrateur, tu n'en as pas besoin, parce que le narrateur t'explique, il te surexplique tout. Sauf que là, pour le coup, non seulement il surexplique dans un certain principe, en fait, en gros, comment je peux dire ça, la culture, justement, asiatique, avec les jeux qui sont typiques, en fait, en gros, asiatiques, ou bien les petites manies ou respect, en fait, justement, des traditions qui sont purement japonaises. Mais en plus, avec ça, on se retrouve, justement, avec quelqu'un qui va volontairement péter le quatrième mur, péter la diégèse, et donc rendre l'œuvre fondamentalement comique. C'est comme si, en fait, en gros, on avait un pote qui, à côté de toi, en fait, en gros, venait te balancer lui-même une vanne pour désamorcer une situation ou pour surexpliquer une situation pendant, justement, une intrigue d'un film ou d'une série. Et d'ordinaire, comme je le dis, c'est chiant. Sauf que là, en fait, en gros, c'est hyper bien trouvé. Parce que le narrateur, en fait, va être présent pour souligner l'humour de la chose. Par contre, à aucun moment, en fait, quand les personnages parlent de leur dilemme intérieur, parlent, en fait, en gros, des choses qui les ont traumatisés, qui les ont meurtris, ou les choses, en gros, qui leur font douter, ou ce genre de choses, bref, le nœud profond de ce qu'on appelle le drame, en fait, en gros, tu n'entendras le narrateur. À aucun moment. Et en fait, c'est en ça, justement, que je disais que l'équilibre, il est bien maintenu. Parce que, à chaque fin d'épisode, ou à chaque fin de micro-épisode, tu as justement le narrateur qui a résultat du duel du jour, victoire de tel personnage. Et en gros, bah quand justement, en fait, en gros, t'as des moments qui sont purement dramatiques, là, tu ne l'entends pas. Le personnage du narrateur n'existe pas. Pour, justement, conserver l'émotionnel. Je suis très content de pouvoir partager, justement, avec vous quelques mangas, parce que, je suis très friand, justement, de ça. Je ne cache pas, depuis le début de cette chaîne, ni même, enfin, vous l'avez vu quand vous avez vu, justement, que vous êtes arrivé sur ma chaîne, le fait que je suis un très gros fan de JoJo's Bizarre Adventure. J'en parlerai potentiellement, peut-être, justement, en vlog, parce que en faire un énorme AV ciné, pas du cinéma, c'est pas des séries, ça va être plus compliqué, mais le vlog me permet, justement, en fait, de revenir, justement, sur des mangas, comme si c'était, justement, des séries. Bref,
Sur ce, je ne peux que chaudement vous recommander Love is War si vous êtes par exemple fan justement, oui, d'œuvres comme celle de Scrubs. Je pense que vous allez adorer ça. Ça a une VF, donc même si vous n'êtes pas fan, vous n'avez aucune excuse. Sur ce, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. Vous n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis si vous l'avez vu ou si vous venez de le découvrir grâce à moi. De l'autre côté, n'hésitez pas à me conseiller justement des films et des séries que je pourrais reviewer en vlog. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous.